che volevo. Au-delà de cette personne, de cette dame, de cette femme et de cette mère qui délirait clairement, qui était en train clairement de délirer et de décompenser devant mes yeux, c'était toute la situation qui était folle. Cette folie, je la localise à l'endroit des symptômes déferlant de cette dame, certes, mais permis par des conditions cliniques et institutionnelles qui poussent à la folie. Toute réflexion éthique était absente et je ne peux pas nier que j'étais dans une situation où tout était organisé pour que cela contribue à une difficulté, voire même à un passage à l'acte. Avec l'enseignement du RPH et particulièrement grâce à l'enseignement du docteur Dea Morim, j'ai appris depuis lors que l'éthique de la psychanalyse propose que la folie ne soit pas un passage obligé pour la psychose. Comment l'éthique de la psychanalyse permet à la psychose de sortir de la folie ? C'est à partir de cas cliniques que je discuterai de cette situation et de cette question. À ce moment-là, je travaillais aussi à la consultation publique de psychanalyse qui se trouve rue Jean-Baptiste Pigalle dans le 9e arrondissement de Paris. Je recevais des personnes qui avaient appelé le service d'écoute téléphonique d'urgence, le CETU, dont le numéro se trouve sur les plaquettes à disposition dans la salle. Ce numéro d'écoute téléphonique, ce numéro d'urgence vise à recevoir des personnes en souffrance afin de leur proposer de commencer une psychothérapie ou une psychanalyse selon leurs moyens financiers. Mon hypothèse est que pour cette patiente, ce signifiant de trouble borderline, annoncé par le test psychologique, a eu un effet de pression sur le moi, nourrissant les organisations intramoïques et les faits de culpabilité. L'indication d'associer librement ses pensées à cet endroit-là relève de l'éthique clinique. Le trouble borderline, le trouble de l'attachement fuyant, le syndrome anxio-dépressif, etc. sont autant de signifiants avec lesquels l'être entre en psychothérapie. Si ces signifiants le font souffrir, ils ont le statut de symptômes quand l'être commence sa cure, mais ce n'est pas le diagnostic. Ces symptômes sont des signifiants, et comme tout signifiant, ils peuvent soit être associés librement afin de découvrir à quel autre signifiant ils sont liés, soit rester tels quels, fixés à un phénomène qui concerne l'être et ainsi le condamner à être autre chose que lui-même. Ce signifiant devenant ainsi la borne, la limite, lui indiquant la possibilité d'être et de vivre autrement. Borderline. La psychose pose à la psychanalyse une question éthique. Comment le psychanalysant psychotique peut-il découvrir un savoir nouveau sur lui-même sans tomber dans la folie ? C'est découvrir le désir de l'être par-delà ses symptômes. Pour cela, il s'agit d'accéder à un savoir sur la jouissance sans culpabiliser. L'être qui est déjà pris avec ses organisations intramoïques. Donc le concept d'organisation intramoïque est une proposition du docteur Dea Morim. C'est lui qui a conceptualisé cet effet des organisations intramoïques sur le moi, en distinction de l'effet du grand autre barré sur l'être. Ces positions peuvent être repérées dans le schéma freudo-lacanien que vous avez là. L'intervention du clinicien vise à nourrir la castration, la voie du grand autre barré, et non pas les organisations intramoïques, le grand autre non barré, voie de la jouissance, de la tyrannie et de la culpabilité. C'est une position délicate qui suppose une dextérité et un travail d'orfèvre. Cela nécessite que le clinicien soit lui-même en psychanalyse afin d'apprendre à entendre cette différence entre le discours du moi et le discours du grand autre barré. Les organisations intramoïques peuvent prendre la forme du masochisme moral comme d'injonctions qui chargent le moi et peuvent mener à un passage à l'acte visant à faire disparaître le moi de la scène psychique. Cette avancée technique est considérable puisqu'elle empêche l'être de passer à l'acte et donc de se suicider. Cette pression venant des organisations intramoïques se distingue de la parole vraie qui concerne l'être, qui le fait avancer sans le culpabiliser. C'est en cela que l'éthique de la psychanalyse, l'éthique du désir, se distingue de la morale. Dans La Nef des fous de Sébastien Brandt, la folie interpelle la morale religieuse en s'incarnant dans le vice. Cet ouvrage du XVIe siècle nous rappelle que la folie a souvent été la représentation de l'immoral, conduisant ainsi simultanément
à la production d'un discours sur la morale. Le fou était le miroir des vices cachés de chacun. Il était exclu de la société, voire même, selon un mythe flamand, embarqué sur des paquebots dont la destinée était celle de se perdre dans les flots. C'est une partie de l'histoire de la folie de notre civilisation humaine. Aujourd'hui, avec la psychanalyse freudo-lacanienne, l'histoire de la folie s'achève pour laisser place à l'histoire du désir de l'être. Selon le vocabulaire technique et critique de la philosophie, l'éthique est une science ayant pour objet le jugement d'appréciation en tant qu'il s'applique à la distinction du bien et du mal. En posant à l'être psychotique la question de sa souffrance, la psychanalyse introduit la dimension éthique pour cet être dans le sens de la distinction du bien et du mal pour lui-même. L'éthique de la psychanalyse permet ainsi de faire une distinction nette entre folie et psychose, afin que l'être puisse construire sa subjectivité et devenir sujet. L'être psychotique n'est pas obligé d'être fou si son désir est au rendez-vous. Cette éthique de la psychanalyse suppose le désir de l'être, quel qu'il soit, sans discrimination de structure et de culture.